Bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. Voici les titres de votre édition. Le Burkina Faso rend un dernier hommage au colonel Mamadou Djerma, ancien grand chancelier, ce vendredi même. Le président du Faso, accompagné d'amis et connaissances, était au domicile du défunt à Bobo-Dioulasso. Un hommage dignement mérité avant son inhumation. Vous le verrez en détail dans cette édition. Au sommaire également, Rochma Christian Kaboré était hier à Djibo, ville en proie aux attaques terroristes depuis plusieurs années. Le chef de l'État est allé répondre aux préoccupations des populations, mais aussi s'enquérir de la situation des troupes sur le terrain. Les précisions dans un instant. Et dans ce journal également, malgré les appels au calme et à la retenue, des milliers de Maliens étaient de nouveau dans les rues après la prière du vendredi pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette deuxième sortie consécutive fait suite à l'appel de l'imam Mahamoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, soutenu par d'autres leaders religieux et politiques. La ville de Bamako était sous une haute surveillance policière à cause de cette marche. Explication à suivre également dans un court instant. Bonsoir et bonsoir à tous, encore ravi de vous retrouver sur ce plateau. Le colonel Mamadou Djerma, ancien grand chancelier du Burkina Faso, décédé le vendredi 12 juin, a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi, même en présence de nombreux parents, amis et connaissances. Le chef de l'État est allé donc rendre ses hommages à celui-là même qui a gardé les armoiries du Burkina Faso pendant plus de 20 ans. Le Premier ministre et des membres du gouvernement ont aussi assisté à la cérémonie d'hommage à la Maison de la Culture là-bas à Bobo-Dioulasso, et c'était également en présence de Abdoulaye Ouattara. La salle Sotiri Kouyaté de la Maison de la Culture est réservée pour les spectacles. Aujourd'hui, c'est une figure emblématique qui a reçu les honneurs de la nation. Les amis et proches du colonel Mamadou Djerma lui ont témoigné de leur reconnaissance. Sa bravoure pour certains et son amitié, son rôle d'éducateur, de constructeur de la nation burkinabé pour les autres. C'est une manière pour son Excellence, Monsieur le Président du Faso et le gouvernement de rendre un hommage mérité à un homme qui a marqué son histoire et dont le nom restera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays. L'ambiance émotive qui a plané tout au long de la cérémonie montre bien qui était l'homme. Un homme aimé par sa famille, un homme aimé par les Burkinabés qui a donné l'exemple d'un véritable Burkinabé. Un Burkinabé intègre, un Burkinabé humble, un Burkinabé discipliné et un Burkinabé travailleur. Et c'est cet exemple-là qu'il faut qu'aujourd'hui, toute notre jeunesse prenne en charge et s'inspire de cela pour que nous puissions ensemble évoluer dans la construction d'un pays où il fera bon vivre. Celui-là que pleure le peuple burkinabé a fait ses preuves dans l'armée coloniale avant son passage dans l'armée voltaïque. Un père pour de nombreux militaires. Moi, je suis rentré au PMK à l'MPA en 61 et on l'a trouvé lieutenant. Il est passé capitaine. C'était le seul noir. Il était le commandant adjoint pendant notre temps. Il a été un bon père. Il a été un très bon officier, compétent, un sportif. Il a tout fait. Et principalement, en tout cas, il avait vraiment, en tout cas, de l'amour pour moi. On est resté collés parce que la dernière rencontre, c'est la Tabaski passée. J'étais chez lui ici. Bon, on a échangé longuement. La politique, la droiture. Voilà exactement ce que je retiens justement de mon tonton, le colonel Mamadou Djerma. Une reconnaissance que saluent les proches et anciens amis du colonel Mamadou Djerma. Vous savez que même dans l'islam, beaucoup de crises, les gens voyaient Kanazeu devant, c'est vrai. Celui qui était derrière, on peut aider à arranger. Vous savez également que la crise de football, on a pu se pardonner en 2013 pour aller en Afrique du Sud. Il est à la base. Si on parle de Blaise Compaoré et de Moronaba, il est aussi dedans. Comme le Ségué Bourema, du pays, comme Ibrahim, général. Merci au garde-à-vous, je dis merci à l'État burkinabé de savoir que le mérite d'un homme, ce n'est pas lié à son passé, à quel régime il appartient. Mais c'est là qu'il a posé pour l'État burkinabé et le peuple burkinabé. Et je pense que le président Roch a tiré la carte
d'un homme d'État, d'un homme républicain. Je pense que tout le monde doit prendre l'exemple. Même si nos opposants, c'est fait, on a apporté un prix à l'État burkinabé, il faut être reconnaissant. Guérin n'a jamais coupé avec Blaise Compaoré. Jamais, parce qu'il estime quand même, c'est Blaise qui l'a nommé là-bas. Mais Blaise a été son secrétaire, est-ce que vous ne connaissez pas? Thomas Sankara a été le secrétaire de colonel Germain. Blaise comme Sankara, tous ont pas chez lui, comme le sous-lieutenant, le lieutenant du capitaine. Voilà que le monde est bizarre. Son rôle d'éducateur a fait de lui un père pour de nombreux Burkinabés, y compris ses petits-fils. Je n'ai pas vécu auprès de lui en tant qu'un petit-fils. Parce qu'il jouait tellement un rôle de père pour moi, de conseiller et en même temps de papy. Bon. Mais le côté père était un peu plus dominant. Et il nous soutenait à tout moment, il nous conseillait et c'est quelqu'un qui était vraiment disponible. Et j'ai pas de mots pour qualifier mon grand-père, mais je sais juste que c'est un homme très rare. Ces genres de personnes, on ne les rencontre pas à tout moment. Il a été là pour tout le monde. 3 étapes ont marqué la vie du colonel Mamadou Germain, mais aussi de nombreuses distinctions. Sa carrière sous le drapeau français, de sa naissance à l'indépendance de la Haute-Volta en 1960, sa carrière sous le drapeau national de 1961 à 1994 et sa carrière durant sa retraite, caractérisée par sa fonction de grand chancelier des ordres burkinabés de 1996 à 2015. Le grand chancelier des ordres burkinabés avait aussi des qualités que lui reconnaissent ses frères d'armes. Toutes ces distinctions nous montrent ce qu'a été l'homme. Militaire, il avait des qualités remarquables, compétent, disponible aussi bien pour ses chefs que ses subordonnés. Il ne négligeait aucun détail pour son service. Il avait le souci du facteur humain. Dans la vie courante, Mamadou Germain est un homme qui donne beaucoup de place à l'amitié, à la solidarité, à la constance et à la régularité dans ses relations avec les autres. C'est donc tout naturel que les autorités du pays ont retenu cette grande figure pour en faire un grand chancelier des ordres burkinabés et qu'il ait occupé ce poste pendant près de 20 ans. Après un passage à la grande mosquée de Djilasoba et tous les honneurs dus à son rang, le colonel Mamadou Germain repose désormais au cimetière municipal au route de Banakelindara. Nous poursuivons ce journal. L'acte espéré par plus d'un Burkinabé s'est matérialisé. Hier jeudi, le président du Faso était à Djibo, ville en proie aux attaques terroristes depuis plusieurs années. Cette cité martyrisée à maintes reprises. Et bien sûr, Christian Kaboué dit est allé pour écouter et répondre aussi aux préoccupations des populations, mais aussi s'enquérir de la situation des troupes combattantes. Gilles Dasda, explication. Djibo semble devenue une cible de choix pour les groupes terroristes. La ville a été soumise à maintes reprises à des assauts terroristes, dont un ayant causé la mort de son député maire en novembre dernier. Encore sous le choc de cette situation difficile, les forces vives de la province du Soum reçoivent ce jour la visite du président du Faso. Sur place, les difficultés sont innombrables et de divers ordres. Que ce soit au niveau des commerces, de l'activité économique, que ce soit au niveau de l'ONEA, que ce soit au niveau de carburant, ne pose qu'une seule question. La question de la sécurité. Tant que nous n'allons pas ensemble travailler à résoudre cette question, comme on dit, partout où il y a guerre, partout où il y a des combats, il est vain de penser au développement. Ramener la paix à Djibo passe par l'action de ces hommes, les forces de défense en première ligne pour faire de Djibo la martyre, Djibo la ville résistante. La visite aux troupes combattantes était très attendue
des Burkinabés. On dira que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. C'est vrai. Mais comme on le dit aussi, mieux vaut tard que jamais. Face aux hommes du général Miningou, le président du Faso s'engage à régler au plus vite les questions d'effectifs, d'équipement et de conditions de vie des soldats. Et pour desserrer l'étau autour de la ville, il faut un redéploiement stratégique sur le terrain. Le constat que nous avons fait depuis que nous avons enclenché ce combat contre les forces terroristes, c'est que un certain nombre de zones ont été délaissées aujourd'hui, où l'armée était positionnée, ont été délaissées. Ce qui fait que, évidemment, la pression est forte sur Guibo, de tous les côtés. Il y a une nécessité que nous puissions nous réorganiser pour que ces postes-là soient repris et que nous réinstallons l'armée pour pouvoir nous permettre de soulager et de lever un peu le verrou sur l'ensemble des troupes donc, qui sont à Guibo ici. Pour le président du Faso, les troupes doivent se départir des actes de stigmatisation et agir avec beaucoup de tact. On ne peut pas par définition dire qu'une communauté est globalement mauvaise, mais nous devons travailler à extirper le mauvais grain de ces communautés-là pour éviter justement de gangréner l'ensemble de la communauté et les relations intercommunautaires entre les gens. Nous devons travailler également à ce qu'on évite les replis identitaires qui consistent également à justifier les actions ignobles également de ces personnes, comme je dirais, infiltrées dans la communauté, qui posent des actes ignobles. Erok Kaboré d'annoncer le retour prochain des différentes forces de sécurité, jadis basées à Djibo. En rappel, la police avait quitté la ville en septembre dernier. Et parlant justement de cette visite surprise qui a été organisée dans la plus grande discrétion, dira-t-on, contexte sécuritaire oblige, il n'y a donc pas eu de bain de foule. Mais comment justement les populations de Djibo ont-elles accueilli cette visite qui est une première pour Roch Kaboré depuis son passage en 2015 durant la campagne présidentielle et législative couplée de 2015 bien sûr. Cette visite suffit-elle pour rassurer les populations durement éprouvées par des attaques terroristes récurrentes? Nous avons donc posé la question à Adama Diko depuis le chef-lieu de Soum. Écoutez. Le message qu'il nous a livré, et c'est vrai, ils ont dit qu'aucun mètre carré du Soum, du Burkina ne sera cédé. Bon, ça fait la énième fois que nous entendons ça. Nous voulons le voir à la pratique. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est ce que peut-être nous voulons. C'est comment ça va se passer, qu'est-ce qui sera fait concrètement pour la population des Soum, parce que on n'est pas à une promesse près, on n'est pas à une déclaration près, donc c'est la pratique que nous attendons. Ce que nous attendons de l'État, c'est la protection, c'est la sécurité, c'est le ravitaillement en carburant et en denrées alimentaires, et que nous puissions fréquenter, aller à Ouaga, aller et venir sans avoir peur. Et voilà ce que nous attendons de l'État, c'est toute la protection civile, c'est sentir libre de voyager, libre de faire son marché. Vous savez, le Sahel et particulièrement le Soum est dépendant de l'élevage, alors qu'actuellement même quand tu perds un animal pour aller le rechercher, c'est tout un problème. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer en brousse là-bas, est-ce que tu vas revenir entier, est-ce que tu ne vas pas revenir, trop de disparition. Et donc c'est la protection que nous attendons.
Restons dans la région du Sahel, toujours au Burkina Faso. Il faut éviter l'hypocrisie, le mensonge. Entre nous, le Burkina Faso est prêt à accueillir ceux qui nous attaquent s'ils se ressaisissent. Ce sont là quelques mots du président de l'Assemblée nationale burkinabé adressés aux élus locaux de la région du Sahel. C'était hier à Dori et c'était justement à l'occasion de la clôture de la rencontre régionale initiée par le Parlement burkinabé. Une rencontre qui s'est aussi soldée par des recommandations. Suivez plutôt. Alors que des communications et des échanges se faisaient entre les élus locaux de la région, Alassane Bala Sakandé s'activait à recevoir des délégations de forces vives de la région. D'abord les religieux, composés de musulmans, de chrétiens catholiques et évangéliques. C'est une marque de solidarité saluée à sa juste valeur par ces hommes de Dieu. C'est une visite que nous apprécions très bien parce que actuellement il n'est pas facile pour la plupart des Burkinabés de se rendre à Dori parce que dès qu'on évoque le nom de Dori, il y a certains Burkinabés qui ça suscite de la curiosité pour eux, il y en a c'est de la méfiance. Bon. Mais on a vu que le président l'a bravé tout cela, il est venu jusqu'à nous et cela nous réconforte. Cela est pour nous vraiment une marque de solidarité, de soutien et cela nous va tout droit au cœur et en cela nous savons que la population du Sahel est dans le cœur du président. Après les religieux, c'était le tour des forces de défense et de sécurité pour parler spécifiquement des forces terrestres en première ligne dans la région du Sahel contre les terroristes. À l'occasion, les militaires sont revenus sur la question de la formation des volontaires de défense de la patrie. La région est spécifique. Nous nous adaptons aux réalités du terrain. On dit que le volontariat doit venir de celui qui a envie vraiment de défendre l'essentiel, c'est-à-dire ses acquis ou son lieu de résidence depuis sa naissance ou en tout cas la zone du territoire où il est attaché. Donc les VDP, ils sont des personnes qu'on recrute sur la base du volontariat et à partir de listes consensuelles établies au niveau de leur village, on les forme au niveau de nos formations militaires à travers des centres qu'on met en place et ils sont aptes à utiliser des armes pour se défendre au cas où ils sont agressés. Pour des questions très sensibles comme l'utilisation des armes, je ne pense pas qu'on puisse dire que 6 mois c'est tard. Je pense qu'il faut plutôt avoir des produits efficaces pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Le processus, c'est l'établissement de la liste, le filtrage à travers les enquêtes et puis la formation. Les paramilitaires étaient également au rendez-vous. Ils ont été reçus par Bala Sakandé où des préoccupations majeures ont été exposées, même si pour l'heure, le contenu reste encore voilé. Nous sommes très contents déjà qu'il ait fait le déplacement parce qu'ils sont peu nombreux ceux qui acceptent encore de venir dans la région du Sahel. Voilà, donc nous sommes déjà très satisfaits qu'il ait accepté de faire le déplacement pour venir à Dori et nous en rencontrer et nous encourager. Voilà, donc ça nous galvanise davantage et voilà, ça nous donne, ça montre que quand même la représentation nationale n'est pas seulement à Ouagadougou et pour voter des lois et autres, mais qu'il quand même il pense à nous. Voilà, ils nous soutiennent dans nos actions. Si ça a été à huis clos, c'est parce qu'on ne peut pas vous en dire. Voilà, il faut retenir seulement qu'on a fait des propositions par rapport à la situation. Voilà, on a fait beaucoup de propositions pour justement venir à bout de cette situation. L'après-midi ce mercredi 17 juin a été marqué par d'autres audiences. Des femmes de la région regroupées en association ont rencontré également le président de l'Assemblée nationale où elles ont aussi posé leurs préoccupations dans ce contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Voilà, vous l'aurez remarqué, c'était plutôt des audiences accordées par Alassane Bala Sakandé aux forces vives de Dori. Nous reviendrons donc sur la clôture de la rencontre dans nos prochaines éditions.
On y va maintenant au pays d'Ibrahim Boubacar Keïta. Malgré le deuil national, le mouvement du 5 juin mené par l'imam Mahamoud Diko a encore drainé du beau monde dans les rues à la place de l'indépendance à Bamako. La foule a encore grondé contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta qu'elle accuse d'être responsable de la dégradation de la situation sécuritaire, de la paix, de la montée de la corruption et de l'emprise de la pauvreté. Cette deuxième mobilisation sonne comme un rejet du projet d'union nationale que le président malien propose à ses opposants. Les bons offices de médiateurs, notamment de la CEDEAO, de l'ancien président Moussa et d'autres bonnes volontés n'ont pas encore réussi à rapprocher les deux parties. Le M5 demande justement le départ pur et simple de IBK, chose à laquelle se refuse le pouvoir qui tente une démarche de dialogue et de rassemblement pour faire face à la crise sécuritaire. Eh bien, certaines voix se lèvent pour demander le limogeage de la présidente de la Cour constitutionnelle qui a remanié, bien sûr, en profondeur les résultats des législatives au profit du camp présidentiel qui n'avait pas la majorité au regard des résultats proclamés par la commission électorale. Le M5 RFP estime tout de même qu'ils ont usé de tous leurs moyens pour alerter le président de la République, IBK, sur sa mauvaise gouvernance, mais rien n'a été fait pour une quelconque amélioration. Au Zimbabwe, l'État augmente les salaires de 50% à cause d'une inflation de 795% liée directement à la crise du Covid-19 et elle impacte l'ensemble des secteurs. Les fonctionnaires recevront leur salaire en dollars zimbabwéens. Le gouvernement a annoncé la prise de certaines mesures, mais qui ne seront certainement pas suffisantes au vu de la gravité de la situation. En plus de recevoir une augmentation de 50% sur leur salaire, les fonctionnaires recevront une allocation Covid-19 décrétée non imposable et payée en dollars américains. Cette allocation est de $75 US, environ 40 000 francs CFA, et elle prend effet immédiatement dans le lot des personnes touchées. Il y a aussi les retraités qui, de leur côté, recevront $30 américains, en plus de voir leur pension augmenter de 50%. Ici aussi, la décision prend effet immédiatement. Par contre, le gouvernement précise que les allocations ne seront octroyées que sur une durée de 3 mois à compter du mois de juin. Le gouvernement zimbabwéen a fait savoir en avril qu'il verserait des paiements en espèces à 1 million de ménages les plus touchés par le confinement lié au coronavirus, mais certaines familles concernées n'ont encore rien reçu. Dans le cadre des mesures visant à faire face à la crise économique, la Banque centrale a également interdit en masse l'utilisation de dollars américains. Dans l'actualité également au Burkina Faso, après des mois de suspension à cause de la Covid-19, la coalition syndicale contre la vie chère et la baisse du pouvoir d'achat signe son retour. Elle entend reprendre ses activités et annonce une grève générale de 48 heures les 8 et 9 juillet prochains. Cela pour dénoncer, entre autres, l'IUTS, la suspension des salaires et les affectations abusives des décisions prises à l'occasion d'une assemblée générale tenue hier à Ouagadougou. Le point avec Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. Nous avons dit à l'ensemble des militants qu'il est nécessaire de recenser l'ensemble des préoccupations en termes de répression qui s'est abattue sur tout le monde. Badiel a évoqué la question judiciaire, mais nous allons appuyer la question judiciaire par la question terrain. La coalition syndicale contre la vie chère et la baisse du pouvoir d'achat monte au créneau. Réunie en assemblée générale ici à la Bourse du Travail, elle réfléchit sur les prochaines actions à mener pour se faire entendre par les autorités. Mais il était pour nous jamais plus que temps de revenir, s'asseoir et réfléchir, d'autant que nous avons considéré à un moment donné que le coronavirus a été utilisé comme une enveloppe forestière dans laquelle le gouvernement s'est englué pour taper sur le mouvement démocratique. Suspension de salaire de femmes même en congé de maternité, affectation de journalistes même décédés, convocation de journalistes dans des centres de sécurité et gendarmerie. Donc, pris tous ces éléments ensemble, nous avons estimé qu'il était essentiel qu'on ressorte. Cette réunion est pour la coalition un instrument pour jauger la capacité de mobilisation de ses militants. On n'avait pas déposé nos armes, mais au vu du fait qu'il fallait compatir avec l'ensemble des populations, il fallait trouver des stratégies pour rester au front sans pour autant ajouter
un certain niveau de douleur. Par conséquent, nous avons invité l'ensemble des travailleurs de façon stratégique au niveau de la Bourse du Travail ce soir pour tenir une assemblée générale qui est un élément pour toucher du doigt l'engagement, la détermination et la mobilisation des travailleurs. À cet effet, des mots d'ordre sont d'ores et déjà lancés pour le mois de juillet prochain sur l'ensemble du territoire burkinabé. À l'issue de ça, nous avons lancé des meetings qui seront tenus le samedi 4 juillet 2020 à 8 h sur l'ensemble du territoire. Parce que le Burkina ne se résume pas à Ouagadougou. Ça nous permettra de voir dans les 13 régions et 45 provinces quel est le niveau de mobilisation des travailleurs. Et à l'issue de ça, nous allons engager la grève sur l'ensemble du territoire, non seulement le 8, le mercredi 8 et le jeudi 9 juillet sur l'ensemble du territoire également. Ce mouvement syndical est pour les acteurs un appel au gouvernement afin qu'il se ressaisisse. Mais c'est tout simplement un appel que nous lançons au gouvernement de dire qu'il y a des dizaines de gouvernements qui se sont succédés dans notre pays, mais ils n'ont jamais pu mettre le mouvement syndical à genoux. Donc si quelqu'un vient de parachuter à un poste de responsabilité, il n'a pas une capacité politique d'analyse de notre histoire, qui se ressaisisse parce que chacun sera rattrapé par ses actes. La coalition dit être sereine et poursuivra sa lutte jusqu'à la victoire. Le groupe audiovisuel sud-africain SABC envisage de licencier près de 600 personnes, soit environ un cinquième de sa masse salariale. Une décision envisagée à la suite de consultations avec les actionnaires importants du groupe, annonce la SABC dans un communiqué. Elle qui explique que cet avis de licenciement doit permettre de transformer le média en un groupe audiovisuel public viable financièrement et autonome. La SABC possède 3 chaînes de télévision et 18 radios. Les programmes sont diffusés dans les 11 langues du pays et comptent 3370 employés et emploie plus de 2000 pigistes. L'année dernière, le groupe avait annoncé renoncer à un projet de licencier près de 1000 employés et 1200 pigistes. Le groupe connaît des difficultés depuis plusieurs années. Il a été miné par plusieurs scandales de corruption pendant la présidence de Jacob Zuma. Le Parlement avait même dissous à plusieurs reprises son conseil d'administration. Avant de poursuivre ce journal, nous allons maintenant à la découverte des colonnes des journaux. La revue de la presse de ce vendredi porte sur le glissement de terrain à Agnaman, c'est en Côte d'Ivoire, et la prestation de serment du nouveau président burundais. Revue de presse signée Drissa Traoré. Notre regard de l'actualité porte sur le glissement de terrain survenu à Agnaman, en Côte d'Ivoire, et la prestation de serment du nouveau président burundais Evering Ndayishimiye. Du côté de la Côte d'Ivoire, la manchette de nombreux quotidiens ivoiriens et au-delà est occupée par la tragédie d'Agnaman. Pluie diluvienne des morts et des morts hier, accable Soir Info à sa une, anticipant justement un bilan qui risque d'être plus lourd que les 13 mois annoncés en une par Fraternité Matin. Sous la manchette du quotidien gouvernemental, le ministre de la Défense Ahmed Bagayogo traduit la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Marque sur le visage, regard grave, Ahmed Bagayogo qui assure actuellement l'intérim du Premier ministre fait de même à la une du quotidien Le Patriote. Mais un autre quotidien, l'intelligent d'Abidjan, lui rapporte les complets d'un rescapé qui traduit plutôt la méprise du pouvoir à leur égard. On demande au gouvernement de nous aider. Nous n'avons jamais reçu d'avertissement pour quitter ici, rapporte le quotidien. De quoi amener le journal d'opposition aujourd'hui à voler dans les plumes du président ivoirien. Alassane Ouattara avait promis un toit pour chaque Ivoirien en assurant que c'était possible. Mais comme l'émergente, cette histoire-ci fut vite oubliée. Au-delà de la Côte d'Ivoire, cette tragédie ne passe pas inaperçue dans la presse burkinabé. Ouakat sera pas de jeudi noir en Côte d'Ivoire avant de s'indigner car chaque saison de pluie, de tels drames sont récurrents dans plusieurs quartiers d'Abidjan comme si c'était une malédiction. Ainsi, la Riviera Palmeraie, un des quartiers chics d'Abidjan, vit un véritable cauchemar lorsque les premières pluies commencent à arroser l'appel des lagunes. Dernièrement, nous partons à Gitega, la capitale burundaise, pour parler de la prestation de serment du nouveau président Evering Ndayishimiye. Il s'agit d'un loup passif en héritage, avertit le quotidien burkinabé l'Observateur Palga. Le journal de dire que le numéro 2 qui succède au numéro 1, c'est assurément un signe que le système s'est donné les moyens de perpétuer sa même mise sur le pouvoir au Burundi, même si des incertitudes ont plané d'abord sur la candidature d'Evariste Ndayishimiye à la présidentielle, ensuite sur la prestation des serments d'hier. Et l'Obs relève qu'il aura fort à faire pour nettoyer les écuries de Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui, Ofaso affiche la même préoccupation. Le général Petit s'oppose à son système, interroge-t-il. Pour le journal, il est libre en principe de tracer ses propres sillons ou de continuer dans ce laissé par Nkurunziza,
L'un ou dans l'autre des cas, il devra songer sérieusement à ramener son pays dans le Conseil des Nations, renouer avec la communauté africaine et internationale, réparer les profondes plaies laissées par le régime Nkurunziza, en espérant qu'il n'y ait pas une autre crise. De son côté, le pays Un Autre Quotidien burkinabé lui estime que Évariste Ndayishimiye peut et doit surprendre agréablement. Le journal indiquant que tout changement est source d'espoir et le Burundi est aujourd'hui à un tournant de son histoire, mais se montre tout de même prudent en rappelant cette sagesse africaine qui enseigne que quand le repas sera bon, on peut le sentir dès la coupe du bois. En tout cas, poursuit le journal, on ose espérer que Évariste Ndayishimiye saura se mettre du côté de l'histoire. Les personnes âgées ont plus de risques de développer des formes graves de la Covid-19 selon les spécialistes de la santé. Pour mieux les sensibiliser, l'Organisation mondiale de la santé fait don de kits de prévention contre cette maladie au Centre national des personnes âgées au Burkina Faso. Des kits composés entre autres de dispositifs de lave-mains, de gel hydroalcoolique remis donc ce matin par le représentant résident de l'OMS au Burkina Faso. La suite avec Oumou Konaté et Bassirou Savadogo. Les personnes âgées figurent parmi les premières victimes de la pandémie du coronavirus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 60% des personnes meurent de la pandémie. C'est dans cette optique que l'Organisation mondiale de la santé fait don d'équipements au Conseil national des personnes âgées du Burkina dans leur effort de sensibilisation. Concernant les personnes âgées, ce que je leur demande, c'est de penser à elles, à se protéger, car elles sont les plus à risque de mourir de la maladie, et à travers elles, de protéger leur entourage. Je leur conseille, quand elles doivent sortir et affronter le public, de toujours porter le masque. C'est vraiment un conseil, de toujours porter le masque et d'avoir avec elles, si possible, un flacon de gel hydroalcoolique. Au cas où elles ne peuvent pas avoir de l'eau, qu'elles puissent se frotter les mains, se laver les mains, comme on dit, avec ce gel-là. Ça va vraiment les protéger. Pour le président du Conseil national des personnes âgées du Burkina, c'est un sentiment de satisfaction de recevoir ces matériaux de prévention contre la Covid-19. En tant que personnes âgées, nous devons aussi compter, nous pouvons aussi contribuer. Et je crois que c'est en cela que nous avons tenu à remercier tout ce matériel qui a été reçu et qui va mettre donc aux personnes qui ont été formées, de former aussi au sein de leurs associations de personnes par rapport aux mesures barrières pour permettre donc d'expliquer à la plus grande majorité, non seulement des personnes âgées, mais également l'entourage des personnes âgées. L'occasion faisant le larron, le président du Conseil national des personnes âgées plaide pour la réhabilitation de leur infirmerie qui va servir non seulement pour la prise en charge des personnes âgées et pourquoi pas pour les populations environnantes. Le don est constitué entre autres de kits de dispositifs de lave-mains, de cache-nez, des cartons de savon, de gel hydroalcoolique et des affiches de sensibilisation au profit des formateurs. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal que j'ai pris du plaisir à présenter. Je vous retrouve demain ici même avec le même plaisir pour d'autres informations. Passez une excellente soirée.